Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 juin 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors hier, je suis allé à un lancement de ce magnifique livre, La Société de conservation du présent, 1985-1994. D'ailleurs, ceux qui viendront après ne s'en souviendront pas non plus. Petite boutade. Alors, la Société de conservation du présent, c'est quoi? Je vous lis ce qu'on y trouve en quatrième de couverture. C'est un collectif formé de 3 membres. Alain Bergeron, Philippe Côté, je vous parlerai de Philippe Côté après, et Jean Dubé. Critique, alerte, humoristique et parfois irrévérencieuse, elle témoignait alors d'une nouvelle dynamique intellectuelle, artistique et sociale. L'ordre du monde, le 20e siècle, le langage, la technique, la muséologie, la libre circulation des archives et la dette du tiers-monde sont autant de champs de recherche qui auront guidé ses prises de position et le choix de ses actions. Souvent furtive mais prolifique, elle s'est fait remarquer par ses empreintes instampillées, ses slogans, ses pictogrammes et l'usage intempestif de la ponctuation dans de nombreux imprimés et son importante production de cartes plastifiées. À l'aube des nouveaux médias, elle aura aussi été précurseur dans le domaine des réseaux électroniques et de la programmation informatique. En conservant le présent, elle a gagné le pari de faire réfléchir sur le passé et l'avenir des nombreux enjeux de la société et du monde de l'art. Et l'un donc des 3 principaux animateurs de ce mouvement artistique et électronique, c'est Philippe Côté, le frère du célèbre libraire François Côté, mon distingué confrère, homme que j'aime beaucoup. Donc, Philippe Côté, décédé il y a 1 an et demi, et François me disait que Philippe Côté a affronté la mort avec une insolente curiosité. Il a beaucoup souffert, il est mort d'un cancer, mais jamais, semble-t-il, il n'a eu peur de la mort et qu'il était assez curieux de savoir ce qui l'attendait après. Il l'observait avec la curiosité d'un intellectuel mis devant un nouvel objet d'étude, sa propre mort. Il l'observait, dis-je donc, avec scrupuleusement son nouvel état de moribond. Ça m'a fait penser aussi également à la fin survenue de Jean Leduc, fin survenue fin décembre 2012. Jean Leduc, éditeur, Culcu, pour culture québécoise, et également poète, écrivain et musicien qui a gagné le premier prix du Conservatoire de Paris au début des années 60, grand spécialiste également du Marquis de Sade. Et Jean Leduc a eu une agonie, ou une pré-agonie, dirais-je, où il est resté également tout à fait conscient de son état sur le bord de la mort, et on avait fixé à sa main, à son doigt, un stylo pour qu'il puisse continuer d'écrire. Après sa mort, on a tenté de déchiffrer ses, ses textes, mais c'était parfaitement illisible. On ne saura donc jamais ce que contenait le message, ce que contenaient ces messages, mais ce que l'on sait cependant, c'est que Jean Leduc, sur le seuil de la mort, s'étonnait de découvrir de nouvelles choses sur l'écriture et qu'il réfléchissait à des choses auxquelles il n'avait jamais songé. Alors la vie de l'esprit se poursuit même quand le corps est sur le point de nous abandonner. Hier soir aussi, j'ai retrouvé de vieux amis que je n'avais pas revus depuis 30 ans, dont Michel Lefebvre, qui a fabriqué, qui a colligé, qui a réalisé ce livre. Michel Lefebvre, qui me rappelait qu'il avait squatté dans mon appartement au début des années 80. Il en conservait visiblement un bon souvenir. Début des années 80, nous avions 20 ans. Et le début des années 80 ont été des années assez difficiles sur le plan économique. Et nous vivions dans la précarité. C'est étonnant de constater aujourd'hui, 30 ans plus tard, eh bien, les uns et les autres s'en sont plutôt bien sortis. Mais je dirais parce que nous avons été surtout très, très,
très persévérant. On finit toujours par gagner. Il s'agit de tenir le coup. Nous qui n'avons pas de talent fulgurant, nous pouvons nous rabattre sur la persévérance. Et j'ai revu aussi un autre ami, Hans-Patrice Perrier, et j'étais très étonné, très content de le revoir. Imaginez, nous ne nous étions pas vus depuis plus de 30 ans. Et après, je m'en suis retourné chez moi, mélancolique, bu trop de verres de vin. Je me suis couché tard et j'ai fait toutes sortes de rêves. J'ai fait des rêves. Je peux pas vous parler de mes rêves, hein? Je parlerai pas de mes rêves sur YouTube, mais t'as des beaux rêves, plein de douceur, plein de lumière. Et je me réveillais pour continuer de lire ce livre. Donc, je vous recommande la lecture. C'est vraiment bon. C'est étonnant, ça a été publié au lendemain de la guerre. Alors, on y sent un souffle de libération, on y sent un souffle de vie. Et Zorba, et là, je conclus ma petite vidéo. Zorba a 50 ans. Et il est accompagné d'un jeune homme qui a passé, lui, toute sa jeunesse dans les livres. Il a aucune vision réelle de la vie. Et lui, Zorba, a exercé tous les métiers et a fait l'amour avec beaucoup, beaucoup de femmes. Toutes les femmes ont envie de faire l'amour. Alors, c'est assez étonnant. Et elles sont toujours vierges, les femmes, au fond. Elles tombent 1000 fois et elles se relèvent 1000 fois, nous dit Zorba, Alexis Zorba. Alors, je réfléchissais à tout ça, 50 ans. Eh bien, j'aborde la cinquantaine, j'en suis dans la petite cinquantaine. Et à 50 ans, eh bien, il y a deux portes. Il y a la porte de la mort, il y a la porte de la vie. Si on décide de se battre, eh bien, on en a pour 20-25 ans de projets de réalisation. On peut encore avoir des projets qui s'échelonnent dans le temps et des projets de longue haleine. Si on juge que notre vie est terminée, que nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire et que les regrets s'emparent de nous, eh bien, la maladie, elle, va bondir sur nous et nous allons mourir autour de 60 ans, 65 ans, 70 ans. Je connais des gens qui ont déjà pris cette porte-là, la porte de la mort. Eh bien voilà, Zorba, lui, ne la prend pas, cette porte. Et c'est un bel exemple pour moi. Et je vous lis deux petits passages. Je ne sais pas, moi, patron. Alors ça, c'est Zorba qui appelle son jeune ami parce ils sont retournés en Crimée pour essayer de faire des affaires. Zorba veut enfin réussir sa vie, entre guillemets, pour pouvoir encore avoir du plaisir. Je ne sais pas, moi, patron, ça dépend. Il y a des cas où même le sage Salomon. Tiens, un jour, je passais dans un petit village. Un vieux grand-père de 90 ans était en train de planter un amandier. Et lui, courbé comme il était, il se retourne et il me fait « Moi, mon fils, j'agis comme si je ne devais jamais mourir. » Et moi, je lui réponds « J'agis comme si je devais mourir à chaque instant. » Qui de nous deux avait raison, patron? Il me regarda, triomphant. C'est ici que je t'attends, dit-il. Je me taisais. Deux sentiers également montants et hardis peuvent conduire au sommet. Agir comme si la mort n'existait pas. Agir en pensant à chaque instant à la mort, c'est peut-être la même chose. Mais au moment où Zorba me le demanda, je ne le savais pas. Alors, je ne veux pas d'embêtement, répondis-je, irrité. Ouais, parce que là, il y a une veuve magnifique qui est entrée dans un café. Zorba est tombé amoureux, fou d'elle. Mais il a peur, cette fois-ci, notre ami. Et son jeune disciple, eh bien, lui dit, je ne veux pas d'embêtement, répondis-je, irrité, parce que lui aussi a du désir pour la belle veuve. J'étais énervé parce qu'en mon fort intérieur, j'avais, moi aussi, désiré ce corps tout-puissant qui était passé devant moi comme un fauve en rue. Tu ne veux pas d'embêtement?
fit Zorba stupéfait. Et qu'est-ce que tu veux alors? Je ne répondis pas. La vie, c'est un embêtement, poursuivit Zorba. La mort, non. Vivre, sais-tu ce que ça veut dire? Défaire sa ceinture et chercher la bagarre. Je ne disais rien. Je savais que Zorba avait raison. Je le savais. Mais je manquais de courage. Ma vie avait fait fausse route et mon contact avec les hommes n'était plus qu'un monologue intérieur. J'étais descendu si bas que si j'avais eu à choisir entre tomber amoureux d'une femme et lire un bon livre sur l'amour, j'aurais choisi le livre. Ben voilà. Alors c'est ça. Zorba a 50 ans. Il a décidé de se battre, de jeter ses derniers feux. Voilà où j'en suis. Je vous raconterai la suite bientôt. Peut-être à un moment donné, je vous reparlerai de ce livre. Mais là, les lectures s'accumulent. Et comme j'ai bien connu cette période-là, j'ai bien connu les gens qui l'ont animé, cette période, eh bien, vous comprendrez que ma curiosité est un peu émoussée, mais la vôtre ne l'est pas. Donc, je vais éventuellement, je ne sais pas quand, partager avec vous ce moment. Je vous promets bien des choses. Je devais vous parler du livre d'Assange. Écoutez, Prisme est venu tout balayer. Maintenant, nous savons, nous sommes tous surveillés. Et ce n'est pas une pêche au hasard, c'est une pêche industrielle massive. Et des algorithmes de plus en plus puissants, de plus en plus sophistiqués vont décrypter la psyché humaine. Vous connaissez la suite, mes vidéos, ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Allez, bon vent, la journée est belle, il y a du soleil, enfin. Vivons pendant qu'il est encore temps. Merci, bonne journée.